Marilyn Tovar, bonjour Jean-Michel Coste, merci d'avoir accepté notre invitation sur Ludocorpus et dans notre magazine d'entrée de jeu. Question classique, usuelle, pouvez-vous vous présenter? Bonjour Boris, je suis Marilyn Tovar, responsable du pôle d'innovation et d'expérimentation sur le jeu excessif à la CEDAP. Donc, démographe, j'ai travaillé durant 20 ans sur la méthodologie des enquêtes, le traitement des résultats d'observation et d'indicateurs. Et depuis 10 ans, je participe aux études sur les comportements addictifs avec ou sans substance, comme les jeux d'argent et de hasard, dont 6 ans à l'Observatoire des drogues et des toxicomanies. Bonjour, Jean-Michel Coste, je suis socio-épidémiologiste des addictions et j'encadre les études de la CEDAP sur le plan scientifique. Voilà, j'ai eu un parcours essentiellement sur l'observation des addictions classiques ou addictions comportementales. Vous venez aujourd'hui parler sur notre antenne de Ludocorpus pour évoquer une étude qui vient de paraître, intitulée Énigme, sur les impacts des gains marquants et chez les joueurs de jeux de hasard et d'argent. Pour ceux qui ne connaissent pas tellement le domaine, est-ce que vous pouvez rappeler ce que sont les jeux de hasard et d'argent, et puis précisément par rapport à l'étude, qu'est-ce qu'un gain marquant? Ce projet a été centré sur des joueurs dont les jeux d'argent de prédilection sont de pur hasard, c'est-à-dire que ce sont des jeux basés exclusivement sur le hasard, comme le grattage, le tirage, les machines à sous, par contraste à des jeux qui incluent une part d'habilité ou d'expertise. Donc, cette décision se justifie par la place que ces jeux de pur hasard occupent dans l'ensemble des activités de jeux d'argent. Donc, 9 joueurs sur 10 pratiquent les jeux de loterie, tirage et grattage, d'après l'étude de Coste et al. 2020. Donc, les éléments de la revue littérature réalisés en amont de cette étude nous a convaincus de laisser les joueurs définir eux-mêmes ce qu'ils entendent par la notion de gain marquant. C'est-à-dire que ce sont un ou des gains qui ont marqué leur parcours. Donc, cette notion est complètement subjective et elle va donc de la valeur financière de ce gain, en passant par son utilisation et le moment de sa réalisation. Jean-Michel, vous voulez ajouter quelque chose? Marilyn a parfaitement souligné l'importance de la définition par les joueurs du gain marquant. Je crois que c'est une innovation dans cette étude et du coup, on va dans des choses assez riches parce que notamment l'importance, le montant financier n'est pas le seul critère et parfois, on le verra dans les résultats, n'est pas forcément le résultat le plus significatif, mais plutôt la définition en elle-même qu'en font les joueurs, l'utilisation, le moment ou le contexte dans lequel se produit ce gain. Donc je crois que c'est une des richesses de l'étude. Comment avez-vous procédé pour réaliser cette enquête? Quels moyens avez-vous mis en œuvre pour la réaliser? Donc, l'hypothèse de départ de cette étude était que le gain marquant était un des facteurs prédictifs du jeu excessif. Donc, ça signifie que la question centrale était de mesurer les impacts de ces gains marquants chez les joueurs de pur hasard, c'est-à-dire faire un état des lieux, des contextes, des réactions, des impacts cognitifs et émotionnels, des comportements suite à ce gain et des différences de comportement selon le type de joueur, récréatif, modéré, excessif. Donc, pour cela, nous avons réalisé une revue de littérature sur les gains, puis nous avons mené une étude qualitative auprès de 30 joueurs modérés à excessifs dans un double objectif, à la fois enrichir le questionnaire quantitatif qui devait suivre cette étape qualitative et ensuite traiter des axes spécifiques plus aisés à réaliser dans des entretiens semi-directifs. Je précise que, évidemment, l'étude sera mise en ligne en description de la vidéo et sur le site de Corpus, et on la retrouve aussi sur le site du piège de la CEDAP. Et pour compléter, on va pouvoir aussi avoir dans un deuxième temps un rapport qui va reprendre à la fois les résultats de la revue de littérature, de l'étude qualitative et de l'étude quantitative, une espèce de grosse synthèse de ce travail complet réalisé. Parlons à présent de la partie résultats.
qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement? Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Peut-être des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Et quelles sont vos recommandations qui pourraient découler de ces résultats? Oui, tout à fait. Alors, enfin, tout d'abord, quand même, trois données clés quantitatives hein, sur l'étude. C'est un tiers des joueurs de notre échantillon, donc de joueurs de pur hasard, qui déclarent avoir obtenu un gain marquant, 32%. Le montant du gain est finalement relativement plus modéré que ce qu'on attendait, puisque le montant médian est autour de 350 euros. Et il y a beaucoup de gains, de petits gains, entre 10 et 100 euros qui ont été déclarés. Donc ça, c'est aussi une petite surprise dans les résultats. Et enfin, troisième donnée, un tiers des gagnants, donc enfin des joueurs qui déclarent un gain marquant, rejouent toute une partie de leur gain. Et on verra que ceci est important, notamment dans le lien avec le jeu problématique. Ensuite, sur les impacts, dans un premier temps, c'est un petit peu l'ambivalence hein, des impacts. Donc, il y a la face Dr Jekyll et la face Mr Hyde. Pour le côté positif, les joueurs qui déclarent des gains marquants déclarent aussi, font état d'émotions qui sont majoritairement positives. C'est-à-dire des sensations de joie, de bonheur, de surprise. En fait, ils évoquent un moment extrêmement agréable, même si certains évoquent des émotions un peu plus négatives, c'est quand même ces émotions positives qui l'emportent très largement. Le côté évidemment problématique, c'est le lien le lien extrêmement fort entre le gain marquant et le jeu problématique. Pour cela, on a mené des analyses un peu élaborées, des multivariées, pour prendre en compte ces différents facteurs. Comme on le sait, le jeu problématique est lié à de nombreux facteurs. Et on voit, quand on analyse tous ces facteurs assez traditionnels, que la place de la survenue du gain marquant est quand même majeure comme facteur prédictif du gain marquant. Toutes choses égales par ailleurs, on multiplie par 4 la probabilité d'être joueur problématique quand on déclare la survenue d'un gain marquant. Alors, après, on essaie de creuser quels étaient, au sein de ce facteur prédictif massif qui est la survenue d'un gain marquant, quels étaient les facteurs qui entraient en jeu. Il y en a principalement, alors il y en a beaucoup, hein, la publication porte, une grande partie porte là-dessus. Il y a mais trois ressortent assez massivement. Premièrement, l'utilisation qui est faite du gain. Ça, c'est extrêmement important. C'est sans doute le plus important, c'est-à-dire le fait de rejouer, et surtout de rejouer presque immédiatement, par exemple dans la même journée, est un facteur prédictif extrêmement fort de la survenue de problèmes de jeu. Le deuxième élément, c'est le contexte du gain. C'est-à-dire quand le gain survient dans une problématique où il y a déjà un endettement, ou d'autres problématiques telles que des difficultés de travail, des difficultés familiales, ça vient renforcer ce lien. Et puis enfin, ce qu'on pourrait dénommer une certaine héritabilité ou apprentissage ou transmission de l'entourage, c'est-à-dire qu'il y a un lien assez fort, à la fois sur la perception du gain marquant, c'est-à-dire les joueurs qui déclarent des gains marquants ont dans leur entourage plus que les autres également des personnes qui ont vécu cette expérience-là, et puis ont aussi dans leur entourage des personnes qui sont dans des problématiques difficiles avec le jeu. Donc voilà tout ceci qui vient expliquer pourquoi. En fait, pourquoi le gain marquant est un problème. L'étude creuse aussi quelques pistes explicatives. Il y a évidemment le mécanisme de renforcement, c'est-à-dire que le fait de gagner, ça permet de rejouer. Donc, il y a un lien
mais on n'a pas pu le creuser trop, mais on l'esquisse avec la perte de contrôle. Et il y a également, ce que documente aussi l'étude, un renforcement des croyances erronées. Et ça peut expliquer pourquoi le gain marquant intervient. Après, sur les recommandations, évidemment, il y a des recommandations qui sont difficiles à faire parce que l'idéal, dans un monde idéal, ça serait que les opérateurs prennent en compte ces données pour notamment essayer de reporter l'encaissement du gain marquant. Mais après, bon, vous voyez, on touche un domaine assez compliqué. Mais à tout le moins, ce qui serait intéressant, c'est que les opérateurs puissent mener des actions de sensibilisation par rapport au gain. Au regard des résultats de l'étude. Et puis, évidemment, on pourrait aussi envisager que ces résultats soient pris en compte dans le design des campagnes publicitaires et qu'on mette peut-être moins en avant certains facteurs justement qui apparaissent problématiques dans l'étude. On peut aussi tout à fait avoir des applications de ces résultats dans des démarches dites de réduction des risques. Voilà, sur les joueurs dans leur lieu de jeu, notamment peut-être l'utilisation de ces résultats dans le cadre de la formation, par exemple, des détaillants dans les points de vente. Voilà quelques pistes d'utilisation qui pourraient être faites de ces résultats. Merci pour toutes ces précisions, Jean-Michel Coste. Alors, évidemment, comme c'est un gros travail d'enquête qui a été fait, j'imagine que ce travail a mobilisé beaucoup d'institutions et de personnes. Comment ça s'est déroulé? Comment avez-vous procédé d'un point de vue collectif? Donc, dans le cadre de ce projet mené avec le soutien du programme Jeux responsables de la Française des Jeux, l'équipe constituée donc par Jean-Michel Coste, Emmanuel Benoît et moi, nous nous sommes appuyés sur un comité de copilotage d'universitaires français et polonais. Donc, il y a Lucia Romo, Baptiste Ligné, Bernadetta Lolonek, Maryse Guémard, et sur des spécialistes de terrain comme Armel Achour, Raymond Bonvéro et Valérie Lebert. Et en complément, l'Université de Lublin de Pologne a mené en 2020 une étude quantitative basée sur l'enquête Énigme et des comparaisons France-Pologne sont en cours. Donc, il y a aussi donc, un volet, je dirais, d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse et de comparer deux pays sur cet impact du gain marquant. Écoutez, merci pour ce témoignage et ces précisions qui laissent augurer bon nombre de recherches à venir sur un sujet éminemment complexe et qui mobilise beaucoup d'acteurs. Merci encore, très bonne journée. Merci. Et à Merci à bientôt. l'U2 Corpus.